Personne ne peut parler à la place du sujet. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. L'histoire. Entre celle avec un grand H et celle plus personnelle que nous avons à construire, tisser, tresser et compter en tant que sujet, il y a tout un parcours. Parce que l'on n'a pas toujours les mots, parce que l'on ne comprend pas toujours très bien où nous mène notre chemin, nos choix et nos désirs. Une chose est certaine, raconter son histoire ne se limite sûrement pas à un simple échange d'informations, à une simple communication. Et c'est cela que Marie-Jean Sauret a bien voulu nous partager. Tout en évoquant l'histoire de la psychologie, Marie-Jean Sauret est revenue sur sa rencontre avec la théologie d'abord et avec la psychologie et la psychanalyse ensuite, pour nous tresser comment il s'est débrouillé avec ces questions autour du sens de la vie, de l'importance du désir, de la parole et du symptôme. Marie-Jean Sauret nous parle donc de rencontres avec des enseignants, en tant qu'étudiants, puis en tant que professeurs, ne cessant de venir questionner le sens de ce que l'on apprend et de ce que l'on fait en cours. Il évoque également ses rencontres avec certains patients, au point de se sentir détruit parfois. Mais c'est surtout cette rencontre avec lui-même qu'il nous transmet. Et sa grande découverte, c'est celle d'entendre que personne ne peut parler à la place du sujet, et que c'est là toute la différence entre la psychanalyse et d'autres courants. Faire le pari que l'enseignant, c'est le patient, le pari de laisser au sujet la responsabilité de ses actes, et donc faire le pari du singulier avant même les concepts théoriques de la psychanalyse, qu'il faut tordre. Voilà l'enjeu de cet épisode avec Marie-Jean Sauret. Marie-Jean Sauret, bonjour. Bonjour. Qui nous reçoit dans son cabinet ici à Toulouse, en plein été. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler non seulement de votre parcours professionnel, mais également de votre parcours personnel, le lien qu'il est possible de faire entre les deux. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il est possible de vous présenter votre nom, votre prénom, d'où vous venez et peut-être comment vous définiriez votre activité aujourd'hui ? Je m'appelle Marie-Jean Sauret. Marie-Jean, c'est un prénom, je ne sais pas s'il m'a pesé. Disons que j'ai été content de ce prénom seulement quand un certain Jean-Marie, en politique, est devenu un personnage imposant. Et j'étais bien content de ne pas m'appeler comme lui, presque à l'envers. Bon, ma profession, donc je suis aujourd'hui professeur émérite de psychopathologie clinique, on devrait dire. À dire vrai, à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, j'étais chercheur dans un laboratoire et essentiellement dans un pôle de clinique psychanalytique. La dernière mouture s'appelait clinique psychanalytique du sujet et du lien social. Et disons que mes activités de recherche, ça a toujours été autour de l'articulation du sujet et du lien social, on va dire par le symptôme. Que dire sur le plan professionnel, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Je me suis installé comme analyste dans les années 80, à la fin des années 80 je crois. Et donc, je pratique la psychanalyse depuis cette époque-là, à Toulouse. Bon, j'ai suivi un certain nombre d'avatars institutionnels sur le plan des associations de psychanalyse. Je ne sais pas s'il faut y venir, disons que... On y reviendra certainement, bon, oui. Voilà. Et sur le plan personnel, alors, la rencontre de la psychologie, c'est vraiment un accident. Et c'est surtout la rencontre avec la psychanalyse. Oui. Mais c'est un accident de l'histoire, parce que j'ai rencontré, on pourrait dire, la psychologie avec la psychanalyse, comme beaucoup de gens en philo. C'est-à-dire au lycée ?
Voilà, l'équivalent du lycée. Et un des profs de psychologie nous a fait faire des taches d'encre sur une feuille de papier pliée en deux, qu'il a interprété à la manière du Rorschach. Et moi, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais je me rappelle de l'anecdote. J'ai demandé aux copains ce qu'ils voyaient dans la tâche que j'avais faite. Et le prof en question, au vu des associations que j'avais produites, en réalité empruntées, m'a fait un portrait de moi très très juste. Et j'étais fixé sur l'intérêt des tests pour la psychologie pour le restant de ma vie. C'est vrai que j'ai eu une méfiance vis-à-vis de ça d'entrée de jeu. Maintenant, peut-être aussi parce que je redoutais qu'il lit vraiment dans les associations que j'aurais pu lui livrer. Puis, à la suite de ça, donc là, j'ai rencontré Freud. La première fois que vous entendiez parler psychanalyse, en philo. Freud. Et vraiment, Freud m'a intrigué. Et puis, j'ai fait, à la suite de ça, 4 années, on va dire, vous voyez, je n'étais pas du tout orienté vers ça, plutôt de théologie, on va dire. Les 2 premières années à Lyon et les 2 suivantes à Strasbourg, où là, Strasbourg, c'était une époque, c'était les années 70, milieu des années 70, ou début des années 70 même, où il y avait à Strasbourg encore Mustapha Safouan et comment ça s'appelait, j'ai oublié son nom. Lucien Israël. J'ai assisté à des cours, y compris des cours de psycho. Je peux pas dire que dans ce cadre-là, j'y ai compris quoi que ce soit. C'était des cours ou des séminaires? Je suis allé j'avais des collègues, des camarades qui étaient étudiants, et je les accompagnais en cours. Donc c'était sans doute pas le meilleur dispositif d'aller squatter des cours dont je connaissais pas le début, je connaissais pas la fin, je prenais un morceau. Bon. Par contre, en théologie, j'ai rencontré 3 bonhommes qui m'ont marqué. Un, c'était quelqu'un qui s'appelle Maurice Nédoncel, qui est un élève d'Emmanuel Mounier, un personnaliste, anti-psychanalyse comme c'était pas possible, qui avait écrit un bouquin à destination des chrétiens pour les prévenir du danger que pouvait représenter la psychanalyse. Mais moyennant quoi, ça m'a permis de lire et même de faire avec lui 2 mémoires, et notamment un sous la responsabilité de son assistant, dont aujourd'hui là j'ai oublié le nom, qui lui m'a laissé faire ce que je voulais, quoi. Alors on était 3 ou 4, on s'était en mémoire l'un sur la mort, l'autre sur le père. Bon, la mort, ça m'avait entraîné du côté de Yankelevitch, mais quand même déjà de regarder Freud, pulsion de mort, des choses comme ça. Et puis celui sur le père, par contre, c'était vraiment, je me suis jeté dans tout un métabou, dans un certain nombre de choses, et pour moi, ça a été une espèce de révélation, mais avec le sentiment que ça répondait à un certain nombre de questions qui portaient sur, disons, le sens de la vie, le sens de l'existence, qui était ce qui m'avait amené à aller regarder du côté de la théologie, disons, de ce qui pouvait s'y enseigner. Et puis il y avait surtout un autre prof, qui était un prof de droit canon, qui s'appelait Roland Sublon. Et Roland Sublon était un psychanalyste de l'école freudienne de Paris, mais c'était un médecin qui avait refusé de passer l'agrégation pour ne pas être obligé de devenir prof de médecine, et du coup, il avait opté pour la théologie. Et là, il nous a fait un cours où c'était la première fois que j'entendais parler de Lacan. Là encore, je pourrais dire d'une façon que je ne comprenais pas, mais qui m'a amené à lire, c'est pas forcément la bonne entrée, mais à lire Ricoeur, et notamment l'essai de Ricoeur de l'interprétation. Et dans de l'interprétation, je suis tombé sur des pages entières de commentaires de l'esquisse d'une psychologie scientifique d'un côté et de fonctions et champs de la parole et du langage de l'autre. Et là, c'est-à-dire, j'ai été capté à tel point que, j'ai obtenu ce qui était l'équivalent à l'époque, ça s'appelait baccalauréat en théologie. Mais disons qu'aujourd'hui, ça serait une sorte de... Licence ? Oui, ça serait la licence. Mm-hmm. Et là, je suis parti, j'ai quitté Strasbourg et je suis venu à Toulouse. Vous aviez en tête de pouvoir, avec cette licence, obtenir quelque chose de précis ou vous orienter vers autre chose par la suite ? Non, disons que mon engagement était religieux, que donc cette piste-là était ouverte, que c'était ça plutôt que j'interrogeais, disons. Autour du savoir. Alors autour du savoir et des questions de foi. D'ailleurs,
Bon, je vais y revenir un petit peu après, mais donc je suis arrivé à Toulouse, et à Toulouse, j'avais une idée, moi, c'est que je pensais que psychanalyse et psychologie, c'était la même chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu par accident. Donc je me suis inscrit en psycho. J'avais déjà fait 4 années d'études supérieures, je voulais pas me lancer. J'ai hésité d'ailleurs à faire psychiatrie, médecine, puis je me suis dit, c'est trop long, tout ça. Je me voyais vieux. Bon. Et donc... là, ils m'ont proposé, donc ils ont tout de suite, j'ai pu m'inscrire. Seulement, moi, j'ai dit non, mais moi, je ne veux pas m'inscrire en première année. Et alors, ils m'ont dit, ah oui, mais vous n'avez pas fait de psycho. Mais j'ai cherché dans la loi, il y avait un texte de loi, comme c'était une université d'État à Strasbourg, qui posait les équivalences. Oui. J'ai négocié une équivalence que j'ai obtenue, j'ai donc pas fait de première année de psycho. Mais moi, je voulais rencontrer la psychanalyse. Bon. Et donc, je suis rentré en psycho. Là, en psycho, j'ai fait de la psycho. Et j'ai essayé de faire de la psycho un peu bêtement. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être bon partout. J'étais persuadé que les étudiants qui avaient fait d'autres années de psycho étaient meilleurs que moi. Donc, l'année avant la psycho, j'ai fait des maths, comme c'était pas possible pour être top sur les maths des sciences humaines. J'ai fait à peu près tous les programmes qu'il fallait. Et de la sorte, quand je suis arrivé en psycho, ça s'est plutôt très bien passé. Les promos étaient assez restreintes. Un cours vous a particulièrement marqué quand non, vous êtes là, en psychologie, c'était de la psychologie expérimentale. Et ça a été une époque de frustration. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. C'était intellectuellement très fécond, parce que ça m'a fait lire des tas de trucs. J'ai souvent fait des mémoires à 3, où on se partageait les choses quand on avait le choix. Donc ça, c'est en 2e et en 3e année, donc ce qui s'appelait licence autrefois. Quand on avait le choix, je sais qu'un de mes amis choisissait Vallon, il avait un truc pour Vallon. Un autre choisissait Piaget, et moi je prenais Freud. Bon. Et d'ailleurs, ça a été une expérience pour moi absolument terrible, un véritable traumatisme, qu'à un mémoire comme ça, fait à 3, on obtienne une note exceptionnelle. Et je me suis dit, mais c'était absolument inconsistant cette affaire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était de pouvoir faire dialoguer Piaget, Wallon et Freud. Oui, dialoguer, mais c'était plus de la juxtaposition. 3 points de vue, il y a quelque chose qui cadrait pas, un petit peu comme si le réel se résorbait dans n'importe quel savoir. Pour moi, ça a été une dépression, une vraie dépression. Et d'un seul coup, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous ici? Alors, ça veut dire en même temps que quand même, c'était une chose sérieuse, l'enseignement. Mais il faut dire qu'à l'époque, les cours étaient annuels. C'est-à-dire que quand vous arriviez, que vous avez un cours de 2 heures, ça durait 25 semaines, ça faisait 50 heures du même enseignement. C'était avant la semestrialisation. Et pour moi, c'est une vraie catastrophe universitaire. Bon. Et là-dessus, l'année d'après, j'ai rencontré un enseignant dont je suis devenu ami depuis. C'est Pierre Bruno. Et Pierre Bruno, lui, faisait des cours. On dirait, il passait en revue les concepts de la psychanalyse façon Laplanche et Pontalis. Il était en analyse, c'est public, il était chez Maud Manoni. C'était un lecteur de Lacan. Et là, tout d'un coup, on voyait un discours qui avait une rigueur, on ne pouvait pas dire n'importe quoi, une logique, et qui parlait des choses qui nous intéressaient. Moi, je me rappelle d'un TD qu'il a fait, qui m'a beaucoup marqué, où il nous avait dit « Écrivez le mot inconscient, mais en le découpant comme vous voulez. » On a tous fait bêtement « inconscient ». Puis il a dit « Vous associez sur chacun des termes que vous avez isolés. » Évidemment, sur le mot « con », tout le monde a pensé à la même chose. Bon, très bien. Sauf qu'à la fin, il dit, bon, maintenant, qui passe au tableau pour dire ses associations? Personne n'a voulu y aller. Et lui, il a dit, bon, je vais le faire. Et il le fait. Et je me rappelle toujours, il dit, sur con, il dit, le sexe féminin. Je me dis que j'aurais pu donner une autre éducation sexuelle à mes enfants. Et là, révélation. On peut parler de ces choses-là. Vous voyez, bon, j'étais sûrement extrêmement débile, mais c'est ces rencontres successives qui m'ont sorti de là. Donc là, bon, j'ai beaucoup travaillé la psychanalyse avec lui. Vous diriez que jusqu'à cette rencontre avec lui, c'est presque une préhistoire, une pré-rencontre? C'est une préhistoire. Disons que j'ai toujours l'impression que l'os m'échappait. Je me rappelle de disputes homériques à Strasbourg avec des collègues pour qui la psychanalyse, ça n'existait pas. Et à qui je disais, mais comment tu peux ne pas tenir compte de notre subjectivité, dans le moindre engagement, dans ton rapport à Dieu ou à n'importe quoi. Enfin, je me rappelle de disputes homériques dont je sentais bien qu'il y avait un enjeu. Mais cette question du réel dont il s'agit, du réel du sujet, ça c'est quelque chose qui ne s'est entrevu, on pourrait dire, qu'à ce moment-là. Votre rencontre avec la psychanalyse, avec Freud, avec Lacan, elle a pris sens elle s'est faite à l'université. Voilà, dans cette rencontre à l'université. Elle s'est faite à l'université, oui. Avant que ma propre névrose flambe, si je puis dire.
dans ces années-là. Qu'elle flambe, je vais dire, je crois que je peux dire ça assez pudiquement, avec les rencontres amoureuses, et qu'à ce moment-là, la question du transfert s'est posée. Bon, on va dire que j'ai pas fait que des bonnes rencontres comme psychanalyste. Mais c'est une rencontre avec la psychanalyse, de manière assez large, mais qui n'est pas sans effet, on peut le dire comme ça. Ah non, mais elle n'est pas sans effet, c'est-à-dire le transfert était là, et je savais qu'il fallait m'adresser de ce côté-là si je voulais traiter ce rapport au sexuel, à la jouissance, aux symptômes qui étaient les miens. Alors, par contre, ce qui s'est passé et qui va me fixer à la psychologie, c'est que moi, il fallait que je vive. Mes parents ne pouvaient pas me payer les études. Et donc, j'ai fait des choses insensées. J'ai réussi à me faire embaucher en licence comme psychologue dans un hôpital psychiatrique de la région. Et ce sont les étudiants en psychologie que j'avais comme stagiaires qui m'ont appris le métier. D'accord. Je peux le dire. Et il m'arrivait très souvent à l'hôpital de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens que tu reçois en entretien ? Toi, heureusement que tu as une blouse, bien que je ne voulais pas en mettre. Mais heureusement que tu as une blouse parce que tu te demandes de quel côté tu devrais être. » Puisque ça correspondait en même temps à ce moment où, psychologiquement, pour moi, les choses étaient assez troubles. Et puis, sur ces entrefaites, comme j'étais quand même un étudiant... sur le plan du résultat de mes études, j'étais ce qu'on me considérait comme un bon étudiant, disons. Et donc, des enseignants m'ont proposé de prendre un poste de collaborateur technique, type CNRS. En réalité, c'est une sorte d'assistant des assistants. J'occupais des chaises, de la logistique. De la logistique et de gérer la bibliothèque. Ça a été excellent. Et ils m'ont pris, alors ça c'est la petite histoire, parce qu'ils pensaient qu'ils s'étaient fait une idée de mon orientation idéologique et que le type qui occupait ce poste jusque-là était un communiste. Et ça leur plaisait pas, ces engagements militants. Donc j'ai été pris sur ce poste-là, qui ont été des années exceptionnelles pour moi, de travail manuel, pas beaucoup, ça a duré 1 an ou 2. Ça m'a permis de finir mes études, donc j'ai fini l'équivalent du DESS en étant collaborateur technique. Et là, s'est ouvert un poste d'assistant que les universitaires m'ont proposé pour les mêmes raisons, parce que moi, au niveau des résultats de mon travail, on ne pouvait pas dire quelle était mon orientation. J'avais fait un mémoire de master de maîtrise en psychosocial, parce qu'on l'avait fait à 3. Alors c'était sur l'attitude des infirmiers en psychiatrie face à la maladie mentale. Donc on avait fait des entretiens, mais on avait utilisé les tables de Bavelas, enfin tout le matériel le plus statistique possible. Mais par contre, j'avais choisi comme membre du jury Pierre Bruno. Ah oui. Qui là-dedans avait essayé de chercher ce qu'il pouvait y avoir de psychanalyse, parce qu'il m'avait beaucoup troublé en même temps. Il se demandait ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il faisait là et qu'est-ce que surtout moi j'y faisais. Un peu comme ça que je l'ai pris. Et puis là, donc, je suis devenu assistant. Mais à l'époque, on devenait assistant avec le master. Oui. Et assistant, c'était un CDD. Ça durait 3 ans. Et là, quand on m'a recruté, on m'a dit, on te recrute, mais tu vas t'occuper des premières années. Mais tu feras sans doute comme tout le monde, tu iras au début, puis à la fin, tu feras le camp. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, moi, je resterai en première année. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer la psychologie et l'intérêt de la psychologie. C'est de rencontrer des étudiants tout neufs, comme moi, un peu plus jeunes à l'époque, qui sortaient du lycée, qui étaient absolument pas formatés par la psychologie. Et donc, on s'est enseigné mutuellement. Et là, par contre, j'ai choisi une thèse. J'ai fait une thèse sur les phénomènes de croyance. J'avais un contentieux à régler. Approche psychanalytique de la croyance. D'accord. Là, j'ai passé de 74, où j'ai dû faire mon master, jusqu'à 79, où Alice Sonnet-Seité a supprimé la LAFMA, la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, sachant que pour candidater au poste de maître assistant, il fallait obtenir cette inscription avant la fin de son CDD. Ah oui. Sinon, on se retrouvait ça. Et elle supprime. Je passe des vacances d'été, moi, à rédiger ma thèse. Et quand j'ai fini, la LAFMA est supprimée. Mon contrat est terminé. Donc, bon, là, il y a des mesures transitoires qui ne peuvent pas nous licencier. Et Parce que vous étiez embauché par l'université. Embauché par l'université. Donc, je vais rester un moment comme ça, assistant. Et puis, peut-être en 80, il faut attendre 81, avec Mitterrand, sont créés les postes de maître de conférence où je candidate. Je candidate d'ailleurs en même temps que des étudiants que j'ai eus. Il y avait 3 ou 4 postes, je me rappelle. Les étudiants sont pris sans problème, mais moi avec une grande difficulté. Parce que le corps des assistants étant mis en extinction, si on me nomme maître de conf, l'université perd un poste. Ah oui.
Bon, quand même, j'ai eu ce poste. Parce Ça, que l'enseignement, c'était quelque chose qui vous avait parlé. Alors l'enseignement, c'est-à-dire que moi j'étais rentré en analyse, mais travailler comme clinicien, je le faisais. Depuis que j'avais fini le master, j'avais des vacations à l'hôpital, des vacations dans des institutions. En psychiatrie adulte, enfant? Psychiatrie adulte, enfant, je ne m'étais vraiment pas spécialisé. J'avais fait tous mes stages en psychiatrie de l'enfant dans des hôpitaux de jour, d'orientation psychanalytique, mais d'orientation hypéiste, et qui me tolérait, parce que là, par contre, avec ma thèse, l'orientation lacanienne avait pris... De l'ampleur? Enfin, ça se voyait, disons. Et par contre, avec les étudiants, du coup, à partir du moment où j'étais maître de conf, là, où pareil, on m'a dit, mais la même histoire a été recrutée pour les premières années. Et donc, j'ai été chargé de 2 cours à l'époque. Un cours en première année d'histoire de la psychologie. Et là, alors c'était une époque où on avait 1000 étudiants. Le cours était répété 4 fois, je faisais 4 fois le cours. Donc j'avais recruté des chargés de cours et on avait un dispositif d'enseignement que je trouvais extraordinaire, mais qui m'a fait apprendre cette histoire de la psychologie clinique. Et c'est là peut-être que j'ai compris le mieux que la psychologie, c'est quand même quelque chose qui avait été inventé pour aider l'humain à supporter le malaise inhérent à sa condition. Mais qu'après, évidemment, il y a des psychologies, il y aurait différentes façons de traiter ça, soit essayer de l'adapter à ce malaise, soit essayer de nourrir ses résistances et sa capacité à réinventer autre chose. Bon, disons pour trancher entre au moins 2 orientations. Alors ça m'a occupé et je n'ai jamais quitté cet enseignement. D'accord. J'ai pris ma retraite en l'ayant toujours fait. Par contre, après, en licence, j'avais un enseignement de psychanalyse. Pierre Bonneau est parti à Paris. J'ai hérité de son enseignement. Où là, avec des collègues d'ici, Michel Lapeyre, Sidi Escoffaré ensuite, qui avait été bon étudiant, on a créé un enseignement systématique et qui d'ailleurs avait auprès des étudiants un poids transférentiel extrêmement important, à tel point qu'il est devenu la cible de toutes les autres psychologies. La cible. Ah oui, la cible, c'est-à-dire ils ont réussi à nous enlever la responsabilité, à y introduire la psychopathologie expérimentale, dite d'orientation psychanalytique. Ils nous ont interdit d'utiliser le mot psychanalyse en mettant à la place psychodynamique. Et ça me fait un peu rire de voir aujourd'hui qu'ils revendiquent le terme de psychanalyse maintenant qu'on n'y est plus. Non, mais pour dire que l'histoire de la psychanalyse et des rapports à la psychologie est compliquée et que quelquefois, alors faut voir quel est l'os, qu'est-ce qui divise les orientations, mais je crois que c'est la place du singulier. Pour moi, l'os, c'était quand même de découvrir que personne ne peut parler à la place du sujet, que si on fait des lois générales qui valent pour tous les sujets, alors ce qui fait ma singularité, elle est perdue. Et je me rappelle qu'aux étudiants, chaque année, je m'amusais à un test. Je leur disais en cours, à chaque amphi d'ailleurs, de ce cours de première année sur l'histoire de la psychologie, où il y avait psychologie clinique, à petit sont rentrées les autres orientations de la psychologie, néanmoins. Donc on a vu, notamment avec la semestrialisation, ce cours passé de 25 heures annuelles à un semestre, et le semestre divisé en 3. Ah oui. Donc ça fait des trucs, bon, même si on rallonge les horaires de cours, si vous avez 4 heures sur une discipline, on voit quand même comment ça a dégradé complètement l'université. Mais le test, ça consistait à dire aux étudiants, bon, levez la main les filles, levez la main les garçons, majorité de filles. Donc on notait l'étudiant en psychologie, on fait le portrait de l'étudiant moyen en psychologie, c'est une fille. Levez la main ceux qui habitent Toulouse et la région, toulousaine, département. Levez la main ceux qui habitent ailleurs, mettons la majorité est ailleurs. Levez la main ceux qui parlent occitan, la majorité ne parle pas. Levez la main ceux qui parlent anglais. Même ceux qui ne parlent pas anglais. Là, peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'il y en avait pas mal qui avaient des données d'anglais, donc ils parlent anglais. Levez la main ceux qui mesurent plus de, alors je sais pas, il fallait pouvoir tenir les filles dedans, je sais pas, 1m60. Bon, là, l'étudiant faisait quelquefois un peu plus d'1m60. Là, sur le poids, j'étais toujours maladroit, j'ai aucune idée du poids, ce que peut faire une dame. Donc j'ai, mettons, plus de 50 kilos. Bon. Et comme ça, avec des particularités toutes mesurables, on pouvait continuer comme ça, rajouter des catégories. Et à la fin, je disais, écoutez, vous allez lever la main, ceux qui sont une fille, habitent Toulouse, ah oui, avec la couleur des cheveux, sont bruns, parlent anglais, levez la main. Et personne ne levait la main. Et j'ai dit, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et pourtant, tout ça, c'est mesurable. Autrement dit, l'étudiant moyen en psychologie dont on fait le portrait scientifique n'existe pas. J'espère que vous allez vous en rappeler.
Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que ce qui fait votre singularité, ce qui fait les orientations de votre désir, hétérosexuel, homosexuel, je ne parle pas des caractéristiques, mais pourquoi vous êtes orienté par ça? Qu'est-ce qui anime votre désir? Tout ça, on n'en parle pas. Votre nom et votre prénom, c'est quand même une spécialité humaine. C'est pas pris en compte. En dehors du fait combien il y a de Dupont et combien il y a de prénoms moyens utilisés. Vous voyez, ce qui fait le plus singulier de l'humain n'est pas pris en compte par la psychologie. Alors, voilà le problème. On a d'un côté une science, on devrait dire par défaut, la psychologie, puisqu'elle approche scientifiquement un objet qu'elle est obligée d'exclure pour le faire rentrer dans la science. Il faut sortir le sujet pour que les données soient objectives et généralisables. Mais ça ne fait pas de la psychanalyse une science, ni de la clinique orientée par la psychanalyse, puisqu'on est en psychologie. Et non, parce que voilà une science par excès, puisqu'elle réintroduit dans son corpus ce qui concerne le sujet, alors qu'il faut l'exclure pour faire une science. Ce qu'on sait en physique, ce qu'on sait dans tous les domaines de la science. La science ne peut pas se passer du sujet qui la fabrique, mais il ne faut pas que son savoir emporte la trace. Donc voilà le problème qu'on posait d'entrée de jeu en première année. En première année. Ouais. Mes collègues me disaient c'est trop compliqué pour eux. Et je leur disais, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas un savoir de première année et un savoir de 5e année. C'est la question. On ne peut pas leur vendre des choses au rabais. On leur pose des problèmes. On essaye de voir ensemble comment on peut les traiter et comment inventer le vocabulaire pour le faire. Je me demandais en vous écoutant, parce qu'on a beaucoup parlé forcément études et universités, et en vous écoutant, vous disiez aussi qu'en parallèle, vous aviez travaillé tout de suite, très rapidement, même avant d'avoir le diplôme finalement. Et je me demandais s'il y avait une rencontre aussi au niveau clinique qui d'emblée avait pu vous marquer lors de ces années-là. À dire vrai, beaucoup, même si c'était assez diffus. Il se trouve qu'à l'hôpital où on m'a... Je ne sais pas par quel mystère finalement, enfin j'ai une petite idée, où j'ai réussi à obtenir une place, deux patrons des services dans lesquels je suis intervenu étaient psychanalystes. Et puis ils faisaient des cours aux infirmières, et notamment des cours qui portaient sur la métapsychologie, sur le fonctionnement psychique. C'est des choses que j'ai lues en parallèle là-bas. Et quand j'ai rencontré des gens, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens dont je me disais, mais pourquoi il est là et pas moi? Donc ça, à un moment où moi-même, à la fois sur le plan épistémique, je n'arrivais plus à me retrouver dans le savoir universitaire, et ma vie ordinaire, ma vie affective, c'était plutôt le grand chambardement. Vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la vie avec ses problèmes et on se débrouille avec, et on ne peut pas se débrouiller, on fait appel à quelqu'un avec qui on va essayer de s'expliquer. C'est ça, j'avais compris très tôt que ce n'était pas la peine d'emmerder l'autre avec ses interprétations. Ça nourrit plutôt les symptômes. Donc ça, là, il y a eu des rencontres, et puis des collègues psychologues qui étaient plutôt des gens bien orientés, et même des étudiants, je dois dire, que j'ai rencontrés. Là, il y a eu tout un contexte qui m'a tenu. Et dans mes premières années de pratique, évidemment, il y a cette espèce de problème de responsabilité. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai travaillé en hôpital de jour et j'ai beaucoup travaillé sur la psychiatrie institutionnelle pour regarder qu'est-ce que c'était. C'était l'époque en même temps de la psychothérapie institutionnelle, en même temps de l'antipsychiatrie. Oui, c'était un petit peu la fin de l'antipsychiatrie, de la psychiatrie institutionnelle. Tosqueliès donnait des cours à Toulouse, à l'Institut de Saint-Simon de formation des éducateurs spécialisés, qui était dirigé lui-même, cet institut, par le docteur Chauran, qui était lui aussi un acteur de la psychiatrie institutionnelle. Cours auquel vous aviez participé? Pas directement, mais j'ai été dans des institutions dans lesquelles la psychiatrie institutionnelle était une référence, puisqu'on peut dire que la sectorisation qui se mettait en place à cette époque-là et la création des hôpitaux de jour, moi j'étais dans l'hôpital de jour des Grands ici, c'était vraiment pris dans cette logique-là. J'ai baigné dans ces choses-là. Bon, l'antipsychiatrie était partout. Oui. C'était l'époque où on lisait Houry. Voilà, des gens comme ça qui étaient des gens qui animaient le débat intellectuel dans ce domaine-là. C'était une période finalement, lors de vos études, très faste. Donc, de ce point de vue-là, c'était faste. Et comme j'avais la chance d'être dans une institution qui m'a accueilli, j'ai participé à la vie institutionnelle. L'université où j'étais embauché, ils m'ont donné l'autorisation d'aller passer 2 heures tous les matins à l'hôpital de jour, où j'allais participer au psychodrame analytique
à des choses, qui n'étaient pas ma tasse de thé, où j'ai fait du film, du cinéma, j'ai fait des montages de films avec les patients. avec les gens qui étaient là. Je me rappelle, il y a eu le moment des élections de Giscard en 76, et on avait organisé une campagne présidentielle. Au sein de l'hôpital de jour. À l'hôpital de jour, où il y a eu leur discours, leur vote, et je dois avoir encore ce film que j'aurais voulu leur donner, mais au moment où on me l'a demandé, je savais plus ce que j'en avais fait. Et puis là, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, c'était une sorte de mélange. Je dois dire que je retardais la rencontre clinique au sens strict. J'ai eu une pratique de psychologue. J'ai même pratiqué des examens psychologiques à des moments donnés quand il fallait. À ce moment-là, j'en faisais le minimum. Mais je subordonnais ça, moi, à l'avancée de ma propre analyse. Et là, j'avoue que, moins pour moi que pour l'autre, je me disais, je ne ferai que ce que je peux faire. Il y a des choses qu'on peut faire. J'étais présent dans des équipes d'animation à l'hôpital de jour. Je participais aux discussions qui étaient là. Au sens strict, je ne faisais pas d'animation, mais je fonctionnais en duo avec un éducateur, avec une autre psychologue, pour permettre plutôt une sorte pas de dynamique de groupe proprement dite, mais de relation. D'ambiance où quelque chose du lien social pouvait fonctionner parce qu'on était là. Ça m'a appris quand même que les névrosés, on a une fonction. Pour ceux qui n'arrivent pas à habiter le lien social, ça dépasse le champ professionnel et que peut-être c'est parce que cette fonction n'est pas remplie aujourd'hui que la psychose semble se manifester, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas accueillie. Quelque chose comme ça. Après, beaucoup plus tard, on m'a demandé d'être le président d'une association qui gérait des associations d'accueil d'autistes. Et dans ce cadre-là, s'est posé la question à nouveau des tests. Non pas que je les fasse, mais il y avait les orientations vers la Cotorep, vers des choses comme ça. Et on a essayé d'inventer des modes de réponse qui ne pénalisent pas les gens, parce qu'il y a des questions d'orientation, il faut trouver des établissements. Et donc on a toujours essayé de faire du forcing pour faire rentrer des données cliniques, même si on sait que l'autre en face s'en fout. Pour remplir à des conditions protocolaires. Et on l'a toujours fait, et à des moments donnés, ça nous a servi, à d'autres desservis. Donc ça a participé de mon expérience. J'ai commencé à recevoir dans le champ de la psychanalyse en 81, et à ce moment-là, ma pratique avec la psychologie n'a pas arrêté. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de supervision. On m'a demandé de venir et je me suis servi de ce que je pouvais avoir appris de l'analyse, du transfert, de la fonction du symptôme, pour permettre aux gens, à la fois donner le vocabulaire qui permet de parler de ce qu'on fait, qui est quand même le gros problème, en n'étant pas marié avec aucune théorie, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas une orientation rigoureuse, mais si le singulier c'est le singulier, il n'y a pas de théorie générale. Donc même les concepts de la psychanalyse, il faut les tordre, quoi. Donc ça s'apprend pas. Mm-hmm. Moi, je sais que beaucoup d'étudiants me disaient, finalement, à l'université, on nous apprend pas, on n'est pas prêt à aller sur le terrain. Et je leur disais, Deo gracias. Enfin, on a réussi quelque chose. Parce que si vous croyez que c'est que de la psychologie appliquée, c'est foutu. Non, le diplôme, il vous autorise à autoriser la place, d'accord? Mais là, il va falloir que vous vous serviez de ce que vous amenez, mais à cet endroit-là, personne ne peut être à votre place. Qui n'est pas sans lien avec un travail personnel. Alors là, quelquefois, ça requiert le travail personnel, mais j'aurais été plus sectaire il y a quelque temps en disant, écoutez, faites un travail. Aujourd'hui, je mesure avec des gens qui viennent me voir que si vous pouvez ne pas emmerder l'autre avec votre névrose, c'est ça qu'il faut faire. Que vraiment, ce ne soit pas votre névrose qui dicte votre conduite, ni vos convictions religieuses, ni vos convictions politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Oui. Et il vaut mieux en avoir. Mais que ça ne prenne pas toute la place, justement. Il laisse au sujet la responsabilité de sa position, de ses actes, qui lui permettent de récupérer sa capacité d'aimer, de travailler, comme dit Freud, de jouir des choses de la vie. Mmh. Ça, on ne peut pas le faire à sa place. Donc, il y a quelque chose qui est impossible à la clinique. Et il faut partir du fait que c'est impossible. Si on ne veut pas mourir d'impuissance, déprimé, faire un burn-out, parce qu'on n'y arrive pas. Non, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. À vouloir à sa place, à faire qu'il saisisse ce que vous lui donnez. Mais si vous ne lui tendez rien, il ne prendra rien. Donc ça, c'est une orientation éthique qui doit viser ce que lui pourrait faire s'il s'en emparait. Il ne faut jamais le lâcher, même s'il ne s'en saisit jamais. Alors ça vaut de l'enseignant avec les étudiants, de l'étudiant quand il passe au champ professionnel, quand il vous demande quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt, mais on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Après, c'est vrai qu'on fait des mauvaises rencontres dans l'existence,
Il n'y a pas de vaccin contre ça. Et donc là, à chacun de voir s'il ne doit pas traiter ça. Et c'est vrai que là, il y a deux logiques. Si quand on fait une mauvaise rencontre, moi j'ai dit amoureuse, mais ça peut être... c'est pas forcément une mauvaise rencontre amoureuse parce que l'autre personne est une mauvaise personne. C'est parce que la question du sexuel mobilise toutes les solutions que on a inventées au cours de l'enfance et voilà. Et qu'après la période de latence, comme dit Freud, on va mettre à l'épreuve concrètement. Et là, quelquefois ça tient, quelquefois ça tient pas. Quand ça tient pas, ça flambe. Soit la névrose, soit la psychose, ou la perversion. Donc c'est ça qui se vérifie à ce moment-là. Mais ça veut dire que la solution que vous aviez adoptée, c'est-à-dire vos symptômes, remplissent pas bien leur fonction. Donc là, il y a deux logiques. Il y a tous ceux qui considèrent que c'est le symptôme, la maladie. Oui, et là, il y a toute une logique d'éradication du symptôme, de guérison du symptôme. On dit que la psychanalyse est hostile à la guérison, que c'est pas une psychothérapie, mais parce que c'est pas qu'elle est contre le fait qu'on guérisse du symptôme. Que la guérison n'est que de surcroît. Comme dit l'autre. C'est-à-dire, ce qu'elle veut, c'est que la fonction remplie par le symptôme soit remplie. Autrement. Donc il faut que le scalpel passe entre la dimension psychopathologique du symptôme et sa fonction. Donc en quelque sorte, il y a une pérennisation du symptôme, si on peut dire par là. Sauf que le symptôme apparaît alors comme le moyen de faire tenir ce que vous êtes de plus singulier et que vous ignorez. Mais on l'ignore parce qu'on parle. Si on était des animaux, rien que des animaux, l'instinct, ça marche. La communication, ça marche bien mieux que chez l'humain. Parce qu'il ne parle pas, il communique. Parler, ça veut dire parler à travers le langage. Les animaux, ils communiquent, mais pas à travers le langage. Le langage, c'est le pouvoir de symboliser. Symboliser, ça n'est que représenter. C'est comme ça. Vous pouvez vous poser la question, que suis-je? Mais comment vous répondez c'est quoi le réel que je suis? Donc on invente un moi, une image, on invente un être de filiation, je suis fils d'eux, on invente des tas de trucs, ça c'est des trucs. Mais au bout du compte, quand même, le réel de ce que je suis continue à échapper. Et le symptôme, finalement, ce à quoi amène le travail analytique, c'est à découvrir que finalement, il n'y a que le symptôme qui sait. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus envie de savoir. Et ça guérit de la tentation d'interpréter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous servir de ça, en effet, dans la cure de quelqu'un ou dans la clinique avec quelqu'un. Et vous servez, même si vous le savez qu'intellectuellement, vous en servez avec l'autre. Oui, je sais qu'il vient me demander une réponse à la question de ce qu'il est. Bon, je vais supporter ça. Il suppose qu'il y a un sujet qui peut l'écouter. Il suppose pas forcément que vous sachiez. Parce que sinon, vous voyez, quand Amy Vohen vient voir Freud, là, le 18 mai, je ne sais plus combien, 1885, là, qu'elle lui dit « Je vais pas bien, et Freud lui dit « Pas de souci, je vous impose les mains, je vais vous le faire cracher le morceau. » Et là, il lui dit « Pas question, hein. Tu la fermes, tu te tais. » Et pour la première fois dans l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire que le psychiatre obtempère, dit Freud, j'obtempérais. C'est-à-dire, de ce jour, l'enseignant, c'est le patient. C'est ça qui tranche entre les deux cliniques. Celle où c'est l'enseignant qui est du côté du patient, et celle où on sait ce qui est bon pour lui, on va te faire des mouvements des yeux, des tas de trucs. Mais étant donné que tout ça, c'est du langage, qu'on est quand même un être langagier, on habite le langage. Donc, chaque fois qu'on intervient sur le langage, ça a des effets. Il ne faut pas y renier, c'est des effets de catharsis, c'est des effets de suggestion. Mais la psychanalyse naît quand on renonce à la suggestion. Donc, vous n'êtes pas tenté d'interpréter parce que vous savez les limites de l'interprétation. C'est cette limite qu'il faut découvrir. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais le réel vous corrige. Ça, c'est ce que n'ont pas compris tous ceux qui veulent valider scientifiquement la psychanalyse par les procédures expérimentales. C'est très actuel, ça. Oui, hélas, c'est très actuel, mais il y a même des psychanalystes qui essayent de démontrer l'intérêt de la psychanalyse pour la science, pour la société, etc., par des comparaisons statistiques. Mais Freud lui-même récusait cette approche, en disant oui, d'une part, on n'a pas à en rougir, mais ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Vous qui avez travaillé, donc vous disiez que des enfants autistes, en tout cas dans une association, il y a un rapport qui est pas si vieux,
Oui, le rapport de l'IGAS, oui. Oui, qui fait le point, il y a l'INSERM aussi qui fait le point sur les psychothérapies efficaces et qui récuse la psychanalyse. Voilà, qui récuse la psychanalyse. Et puis aujourd'hui, là, j'ai vu que les psychanalystes avaient porté la question au Conseil d'État et que le Conseil d'État les a déboutés. Oui. Et que donc, on peut toujours récuser la psychanalyse comme dans la projetie. Mais il y a une grosse confusion qui est liée à l'histoire. Pour une part, c'est-à-dire au succès de la psychanalyse après la guerre, encore que récemment, dans la semaine, ou je sais pas, il semble qu'une décision a été prise de n'appeler psychologues suivant les index professionnels que ceux qui relèveraient des procédures de remboursement et soumis à la responsabilité d'un médecin. C'est-à-dire que la bataille continue. Hein. Dans le contexte de Mon Psy, c'est par rapport au remboursement. Il faudrait rentrer dans le dispositif Mon Psy. Donc je dis ça pour dire un petit peu le tableau, comment il est. Alors la question de l'autisme là-dessus, il y a eu une période très faste après la guerre pour les psychanalystes, puis ils sont créés, je ne sais plus à Paris, je ne sais plus si c'est le 13e arrondissement, le centre Claude Bernard, qui est un des CMP les plus illustres. Entre-temps, il y a eu un procès fait par les médecins contre les psychologues, notamment contre une fille qui s'appelait, j'oublie son nom à l'instant, un procès pour exercice illégal de la médecine et qu'elle va gagner en première instance, perdre en appel. Seulement, comme elle est américaine et qu'elle a des études extrêmement sérieuses, elle ne sera pas condamnée pour charlatanisme, mais ça y est, les médecins prennent la main et les psychologues vont être la première catégorie A à être soumis et payés comme un cadre B. La profession n'existe toujours pas. Il faut attendre 85 avec Anzieux pour voir enfin la loi et Mitterrand. La loi statuer sur ça. On peut dire que jusque dans les années 90 presque, un peu moins quand même, peut-être 85, on va dire. Il y a vraiment, les psychanalystes sont partout et on peut dire que c'est la seule clinique finalement. C'est l'époque de Lacan aussi. C'est aussi l'époque de Lacan, mais Lacan lui-même, Lacan prend part à ça au moment du procès de cette Madeleine. Je vous dirai le nom après s'il faut le retrouver. J'avais fait un manuel de psychologie, d'histoire de la psychologie, mais je ne le lis pas tous les matins. À dire vrai, je ne l'ai jamais lu. J'aurais mieux fait d'ailleurs parce que je crois qu'il est truffé de coquilles. Et il y a quand même quelque chose qui a été vécu comme une sorte de terrorisme intellectuel. Et surtout que beaucoup de cliniciens pensaient qu'il y avait une sorte de vérité. Si vous faites fonctionner la psychanalyse comme une doxa, vous perdez la clinique. Et vous-même étiez allé à un séminaire de Lacan à l'époque? Non, je n'y suis jamais allé. Moi, je suis un latino-américain. J'aurais pu. Mon analyste à ce moment-là m'a dit mais arrêtez de lui cirer les bottes. Mon transfert était tel que je n'y suis pas allé. Vous ne l'avez pas rencontré? Non, je n'ai pas rencontré. En tout cas, pas physiquement, mais à travers peut-être les écrits. Ah non, mais par contre, c'est un contemporain pour moi. C'est même aujourd'hui, parce que je crois qu'un contemporain, c'est pas quelqu'un dont vous partagez l'époque. C'est quelqu'un qui parle justement et quand il parle, ne répète pas et qui devance ce que tout le monde a pu dire. Quand je lis Lacan, je considère encore qu'il me devance. C'est ça que j'appelle un contemporain. Et je pense que c'est vrai de Freud. Même s'il y a des pannes de Freud, on se dit on voit un peu mieux. On en prend la mesure, disons. Les concepts s'usent. Mais Lacan a quand même fait ce qu'il fallait pour renouveler un grand nombre de choses. Et alors, donc, il y a eu une espèce de mouvement de rejet, et notamment à la faveur de Kirk-Foucault, dans lequel Bettelheim a joué sa partie. Bettelheim, qui est un Jungien, qui est quelqu'un qui a été en camp de prisonniers en Allemagne, qui s'est évadé, ou qui a profité du transfert des Juifs en Amérique aux États-Unis, et qui là-bas s'est rappelé son expérience avec ce qu'on appelait les musulmines dans les camps, ils avaient des comportements autistes. Musulmine étant un mot, rien à voir avec musulman, mais c'est un mot d'Europe centrale qui veut dire, qui renvoie à une huître, une coquille fermée sur elle-même. Et il en a déduit que l'environnement était pour quelque chose à la fermeture. Et donc il s'est intéressé aux mères. Et il y a un moment où on peut repérer chez lui, mais ce n'est pas quelque chose qui est constant chez lui, ni même soutenu jusqu'au bout, que la mère était responsable de l'autisme. La mère frigidaire. La mère frigidaire. Enfin, il y a des vocabulaires durs, oui. Mais ça a suffi pour que des associations se montent et mettent toute la psychanalyse dans le même tas. Alors après, est-ce que l'autisme a des raisons biologiques? Mais ça dépend de ce qu'on appelle autisme.
Il y a une symptomatologie qu'on peut dire autiste, bon, je ne vais pas me battre contre ça. Mais le gène, il joue sur quoi? Sur le fait, éventuellement, de rendre le corps inhabitable. Des capacités cognitives ne vont pas fonctionner. Vous avez des neurones qui peuvent être complètement déficitaires. D'ailleurs, je m'étais amusé à faire ça, à relever toutes les causes impliquées dans un autisme. Et vous en avez. Toutes les zones du corps sont infectées. Et vous avez toutes ces zones du corps et l'autisme. Mais après, si vous vous intéressez aux pathologies de ces zones du corps et aux accidents de ces zones du corps et aux pathologies qui en résultent, mais vous avez des tas de pathologies, pas que l'autisme. De sorte que vous pouvez avoir toutes les pathologies, tous les accidents, et en regard statistiquement des tonnes de pathologies. Donc, il faut... La causalité linéaire n'était pas... Il n'y a pas de causalité linéaire. Donc, il ne s'agit pas de nier ces accidents, qui peuvent être sociaux, y compris familiaux, biologiques, etc. Mais comment joue-t-il sur le rapport du sujet à l'autre? Parce que là, c'est là que la psychanalyse intervient. De regarder un aveugle. Moi, je reçois des patients sourds et muets ce matin. C'est sûr que quand ils naissent, ils n'entendent pas la mère qui les appelle. Ils n'entendent pas... ils n'entendent rien. Il n'y a pas de bruit associé aux expériences de satisfaction. Donc il faut que si la mère n'est pas présente, elle n'invente pas un truc, eh bien on va se colporter. Ça ne veut pas dire que ce sujet qui est dans le langage, comme tout le monde, mais il est dans un langage qu'il n'entend pas. C'est-à-dire il est dans un monde incompréhensible. Il doit se construire avec un autre incompréhensible. Ça a des conséquences, qui fait d'ailleurs que, on pourrait dire statistiquement, on trouve quand même pas mal de positions subjectives problématiques chez des sourds et muets qui ont été désertés, si je puis dire, à leur naissance. Pareil pour les aveugles. Bon, donc l'autisme, il faut l'envisager sur ce mode-là, j'ai l'impression, de barrage entre le sujet et l'autre, et aussi des modalités d'interprétation de tout ce qui vient de l'autre, de façon incompréhensible, persécutive, on pourrait presque dire. Mais si on lui suppose un sujet, il doit pouvoir, comme n'importe qui, s'expliquer. Alors je dis n'importe qui, ça suppose de lui en donner les moyens. Là, ils ne sont pas tous égaux face à ça. Mais quelqu'un comme Chovanec dit ça de façon très juste dans sa préface à l'ouvrage d'Esther, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit Les enfants d'Asperger, et qui dit Chovanec, mais il dit je ne suis pas autiste, j'ai un autisme. C'est-à-dire, l'autisme ne dit pas ce que je suis. Il n'y a pas de réponse à la question de ce que je suis. Donc ça ne me dicte pas ce que j'en fais de mon autisme. Alors, je ne sais pas s'il est favorable ou hostile à la psychanalyse, mais c'est cette position-là qui ouvre n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. On parlait de gens qui m'ont marqué. Moi, j'étais très marqué par un petit autiste qui venait me voir. Il ne parlait pas. C'était désespérant. Il marchait sur la pointe des pieds. Il revenait. À l'époque, j'avais un cabinet, une grande salle d'attente, une porte sas, et puis mon cabinet un peu en retrait. Et un jour, il rentrait. Et la seule chose qu'il faisait chez moi, il prenait de laine tissée et il arrivait à détisser les fils, sur les Kleenex par exemple. S'il n'y avait pas ça, il s'attaquait à la couverture que j'avais sur le divan de l'époque. Et il faisait que ça. Et un jour, il me tournait le dos pour le faire. Et un jour, j'étais désespéré. Et je suis resté avec les parents pour parler avec eux, comment ils voyaient les choses. Et ce gamin, qui avait ouvert la porte, qui était rentré, est ressorti. Il m'a pris par la main, il m'a fait rentrer, et il a fermé la porte. Et il a repris son jeu, qu'on lui interdisait partout. Et il m'a fallu ça pour comprendre qu'il le faisait pour moi, qu'il essayait de faire du 1. Parce que si on veut passer à 3, il faut commencer par là. Les parents en ont pleuré, parce qu'ils ne soupçonnaient pas qu'il puisse y avoir une manifestation de sujet. Il n'y a qu'un sujet qui peut me prendre par la main et me dire « viens ». Ça a été un ébranlement. Manque de peau, ils l'ont enlevé. C'est très vite après, ils l'ont enlevé. Les parents. Alors bon, il n'y a peut-être pas que ça qui a joué, mais je pense que ça a été un élément, cet ébranlement, sachant qu'il était dans une institution où on leur apprenait à parler avec des logos. Les pictogrammes. Des pictogrammes.
Moi, j'ai rien contre l'éducation, parce que des fois, on dit à la psychanalyse, elle ne veut pas éduquer, mais c'est des conneries. Si j'avais eu un enfant autiste, j'aurais été bien content qu'on utilise tous les moyens. Mais il doit pouvoir parler. Parler, ça ne veut pas dire oraliser, ça ne veut pas dire... On doit pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Qu'il en est de son désir. Ce qu'il en est... Alors, évidemment, c'est compliqué, mais s'il n'en a pas, moi, je dois pouvoir lui prêter mon corps. Et c'est ça que je faisais avec les autistes. Je leur prêtais mon corps, mon désir. Bon, je pourrais des anecdotes avec des autistes, j'en ai des tonnes. Pendant un moment, je recevais beaucoup d'autistes. Bon. Il y en a une rencontre qui vous a déstabilisé? Ah oui, un garçon autiste que j'ai reçu, son père s'était levé pendant un repas et il n'était jamais revenu. Il a dit, je vais chercher des cigarettes, le gamin dit, je t'accompagne. Et il dit, non, non, tu restes là, et il n'est jamais revenu, il est parti avec une autre femme. Ce gamin autiste avait des comportements très obsessionnels, très ritualisés, en institution, il fuguait. Et il est venu chez moi, et il fallait que j'aille très vite, parce que... Et chez moi, il s'est construit une sorte de délire. Je passe sur les péripéties, parce qu'il m'a fallu me battre contre la psychiatrie pour lui. Bon, enfin, pour le rencontrer? Pas pour le rencontrer, mais parce que sa mère a tenté de le faire hospitaliser à un moment donné. J'ai dit, écoutez, mais non, on va essayer de continuer. Et donc de trouver des établissements qui l'accueillent, qui puissent venir, etc. Et avec moi, il s'est mis à parler. Alors moi, je faisais un truc, je prenais en note tout ce qu'il me disait. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais par contre, c'est impossible d'écrire quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui. Donc quand je me relisais, je comprenais. Et ça avait une espèce d'effet comme ça, qui petit à petit a permis de tresser un discours. Et à la suite de quoi, ce garçon a construit en séance, il s'est mis à me parler, enfin assez de façon comme on se parle là. Il avait quel âge? Là, à ce moment-là, il avait 17-18 ans. Et bon, je passe sur le fait que je m'étais battu pour qu'il ait un stage, que j'avais trouvé une étudiante en psycho que j'avais eue, qui avait le mari boulanger, qu'il avait pris en stage. Je savais que ça foirerait, mais personne ne prenait au sérieux ce qu'il voulait faire. On le foutait maçon, parce qu'il pouvait toujours touiller le sable pour les chantiers. Il ne voulait pas faire ça. Donc il fuguait. Moi, il m'a expliqué, je fugue parce qu'on me fait faire ce que je ne veux pas. J'ai dit, bon. Et je me rappelle à l'époque, j'allais en contrôle chez quelqu'un à qui j'ai dit, bon, j'abandonne la psychanalyse, je vais lui trouver un stage de boulanger. Il m'a dit, mais pourquoi vous voulez que ça ne soit pas la psychanalyse? Oui, ça soulage, ça. J'ai dit, après tout. Bon. Enfin, je lui ai trouvé un stage. Et avec moi, il s'est mis à me parler de ses pouvoirs magiques, et d'ailleurs d'une armure magique qu'il avait. Et cette armure, quand il la met, il a tous les pouvoirs. Et dans cette armure, il la dessine, il fait un trou. Et par le trou sort le pénis. Ça a un côté logiquement extraordinaire. C'est-à-dire que la sexualité est mise hors corps. C'est vraiment une tentative de se doter du phallus. Ça marche si bien que dans l'établissement où il tombe amoureux d'une fille qu'il met enceinte. Bon, d'ailleurs, entre-temps, il me dit, alors qu'elle est enceinte, j'abandonne l'armure. J'ai dit, pourquoi? C'est trop d'entretien. C'est-à-dire, on est toujours dans le délire. Bon, il a fait d'autres choses assez formidables, mais ce qui va me détruire presque, c'est le fait qu'à la suite de cette grossesse, tout le monde se ligue pour séparer les amoureux, faire accoucher la fille sur X, lui le placer en hôpital psychiatrique. Et je ne l'ai plus revu. J'ai revu la mère longtemps après, qui est venue me parler, qui m'a donné quelques nouvelles. Je ne me rappelle plus très bien ce qu'elle m'a dit. La mère de votre patient? La mère de ce patient, je l'ai revue à un moment où elle-même n'allait pas bien. Je l'ai revue une fois, mais peut-être elle a senti qu'il y avait un truc chez moi que j'avais du mal à avaler. Mais ça a été pour moi une tragédie. Parce qu'après tout, oui, il a foutu un set, oui, comme ça arrive à n'importe qui. Oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec le gamin? Ça, c'est sûr, ils n'étaient pas capables de l'élever. Mais franchement, traiter, vous voyez, notre responsabilité, c'est pas de relations sexuelles. Mais qu'est-ce que c'est cette vie de merde? Donc là, la conception qu'on a du sujet, la conception qu'on a du lien social, la conception qu'on a de notre métier, elles sont politiques. Donc la psychologie, elle remplit une fonction politique. La façon dont on s'y engage, c'est absolument singulier. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le déficit de la psychanalyse et des conceptions qu'elle défend, parce qu'il n'y a pas que la psychanalyse à défendre une théorie du sujet. À partir de là, toute une psychologie clinique, mais toute une histoire
une grande partie de la littérature défendent les romans. Un roman, qu'est-ce que c'est sinon une tresse par un romancier qui essaye de créer quelque chose qui, quelquefois, va changer notre propre rapport au monde. Qui m'amène une question qui me semble être une question importante par rapport à tout ce que vous avez soulevé jusque maintenant, et le lien que vous faisiez entre, finalement, votre investissement à l'université et puis votre investissement en tant que praticien, en tant que psychanalyste. Et la question est celle-ci: que pensez-vous de l'avenir de la psychanalyse et ou de l'avenir de la psychologie clinique, d'orientation analytique, vu le contexte actuel ? Il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Il y en a une, l'association de psychanalyse à laquelle j'appartiens, là, qui s'appelle le Paris de Lacan, a tenu les 12 et 13 juin un colloque sous ce titre « En finir avec la psychanalyse ». Pour l'interrogation, je crois qu'on peut trouver les podcasts très certainement sur le site de l'association, donc on peut aller voir ça. C'est une première façon de répondre, pour dire que la question elle est partagée par bien d'autres personnes. Et elle se pense ensemble. Elle se pense ensemble. La deuxième remarque, si on parle les choses formellement au premier degré, je crois qu'il y a une logique néolibérale qui est assortie d'une mutation des savoirs. C'est-à-dire, la logique néolibérale, c'est celle qui sert, on va dire, le discours capitaliste. Et le savoir valorisé par le discours capitaliste, c'est celui qui est intégrable dans un toute évaluation. Disons que avec l'avènement du capitalisme, l'idéologie dominante, c'est l'idée qu'on peut répondre à toutes les questions par les moyens de la science. Il y a un côté absolument scientiste, parce que c'est ça le scientisme. Vous me posez n'importe quelle question et je vous réponds par un calcul. Vous êtes évaluable, donnez-moi, voici votre test. Vous êtes des HPI, tout le monde est aujourd'hui au potentiel. Moi, autrefois, quand je me faisais engueuler par l'instituteur que je me plaignais chez moi, on prenait encore des gifles à l'époque. Maintenant, les parents vont voir l'enseignant et disent « Mon fils, il est au potentiel et vous ne le comprenez pas. Vous faites passer un test. Si ça nuit à l'école, c'est votre faute. » On est rentré dans un monde assez bizarre et où le savoir doit être un savoir intégrable. Le savoir doit être évaluable. Le savoir est transformé en communication. On a vu ça avec le Covid. Quand on a essayé de faire des séances par téléphone, ça ne marchait pas avec tout le monde, parce que pour certains, parler au téléphone, c'est communiquer. Donc on donne des informations, on ne parle plus. On a pu vérifier ça. Mais là, c'est communiquer à l'échelle de la planète. C'est-à-dire on vous donne des informations, on vous donne des instructions, on vous donne des techniques, et les disciplines sont mobilisées pour servir ça. Alors, au premier chef, la psychologie, parce que ces savoirs doivent fournir l'anthropologie dont le monde a besoin. Et c'est-à-dire elle doit faire le portrait de l'homme durable. Quand je dis l'homme, j'embrasse toutes les femmes. C'est durable, flexible, économique, productif, rentable. Et c'est cet homme-là qu'il faut valoriser et avec lequel il faut qu'on se pense et avec lequel on doit s'évaluer. Donc à partir de ces savoirs-là, quand ils sont pris là-dedans, on ne peut plus penser son rapport au monde. On ne peut plus poser la question du sens. Elle n'a pas de sens, tout simplement. Et même, on finit par penser que le seul sens, c'est le fric. Et il y a une raison à ça, c'est que le fric devient un équivalent général. Un petit peu comme le phallus, c'est l'équivalent général de tout ce qu'on peut transposer dans le symbolique, disait Freud. Mais là, avec l'argent, on peut se payer tout ce qu'on n'a pas. Donc si ça ne va pas, il n'y a qu'à accumuler de l'argent, pas le dépenser. Si vous le dépensez, ce que vous allez acheter va vous décevoir, parce que ça n'est pas l'objet du désir. Donc c'est forcément frustrant. Donc notre monde est un monde de frustration, dans lequel l'accumulation des capitaux, alors qu'on vous dit où est l'argent, mais l'argent, il y en a plein de la bourse, il y en a partout, on n'en fait rien, ça ne sert qu'à s'accumuler, c'est pas ça qui est investi, ça n'est pas vrai. Donc, mais il faut surtout pas toucher à l'argent des très riches. Et pourquoi ? Prenez-le, on pourrait faire plus de médecins, on pourrait faire des enseignements. Mais ça suppose de réactiver cette question du sens. Donc là, cette logique-là, c'est pour ça tout à l'heure, vous me faisiez allusion à un propos de mon ami Alain Abelhauser, qui espère un mouvement de balance. Je souhaite avec lui qu'on puisse échapper à ça, mais dans l'état actuel des choses, la logique... fin de la psychanalyse,
c'est ça? De la fin de la psychanalyse. C'est-à-dire, la psychanalyse elle-même n'a plus sa place dans ses savoirs, donc soit elle est marginalisée, soit des psychanalystes eux-mêmes essayent de la coucher sous les fourches codines de l'expérimentation. Ça, c'était ma deuxième remarque. Alors, il y en a une troisième, qui est une raison d'espérer. Moi, comme dirait Trotsky, je suis pessimiste de la pensée, mais peut-être optimiste de l'action. Je crois qu'il disait quelque chose comme ça. C'est que on peut vous dicter ce qu'on veut, mais le sujet reste le sujet. Il ne peut pas ne pas se poser la question de ce qu'il est. Il ne peut pas ne pas essayer de mettre sa vie en récit. Difficile de la réduire à un calcul. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire une déclaration d'amour en langage mathématique. Mais pour ça, il faut que l'amour continue. Pour que l'amour continue, il faut qu'il y ait du désir et du sujet. Donc l'amour est assez mis à mal, là, dans ce contexte. Mais il faut compter sur la protestation, on pourrait dire, logique du sujet. C'est-à-dire, il y a quelque chose en lui qui est rebelle au savoir, qui ne se laissera pas réduire. C'est cette objection que le symptôme nourrit. C'est pour ça qu'on voit apparaître de nouveaux symptômes. Alors, il y a deux façons de faire avec eux. Un des premiers, c'est la dépression. Je crois que la dépression, si c'est une des plus grandes modalités, sous toutes ses faces, accentuée, dans des tas de figures, de sujets qui ne veulent plus des objets, mais parce que il y a quelque chose qui dit non à l'autre. C'est cette objection-là qui constitue le point d'appui à partir duquel la clinique pourrait se réinventer, mais à condition qu'on l'accueille. C'est-à-dire qu'on ne dise pas « Ah mais nos moyens d'éradication du symptôme sont insuffisants, on va développer les politiques de santé, on va soumettre les psychos aux médecins, vous allez voir avec Psycholibre, on va avec Psychinfo, je sais pas quoi, non pas Psychinfo, Mon psy, on va développer toute une série de choses et puis vous allez voir. Non, on voit rien. On voit que ça alimentera la protestation, jusqu'à cette protestation d'ailleurs qui est le suicide, qui est une des plus grandes causes de mortalité, notamment des adolescents. Là, il y a des tas de symptômes modernes qu'on pourrait examiner. Alors celui-là, le suicide, pourquoi ? Ils ne veulent pas mourir. Quand je ne sais pas l'expérience clinique que vous avez, mais très souvent, les suicidants, quand ils viennent vous voir, ils disent « Non, moi je ne voulais pas mourir. Je voulais simplement échapper à la situation. Et le seul acte qui me restait, c'était celui-là. » Donc c'est un acte de sujet. Alors vous avez ça. Vous avez le fait que, puisqu'il n'y a plus de sens qui tiennent, et qu'il faut des sens capables de rivaliser avec la science, mais quoi de mieux qu'un radicalisme paranoïaque ? Pourquoi on l'appelle radicalisme ? Parce que le rapport à la vérité est radical. Oui, mais à dire vrai, c'est parce qu'ils sont déracinés. Parce qu'on ne leur permet plus d'interroger leur rapport au réel de ce qu'ils sont. C'est ça, leur radicalisme, leur radical, leur racine. Donc ce qu'il faut, ça serait plutôt de les radicaliser plutôt que de les déradicaliser. Mais les radicaliser, c'est leur permettre d'interroger, de faire un trou dans ce savoir paranoïaque. Bon, ça, c'est vraiment un challenge pour la clinique d'aujourd'hui. Bon, on pourrait prendre aussi les violences. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, vous ayez un crime de masse par semaine dans une école, à l'université aussi, dans les lieux culturels? Pourquoi l'école ? Sinon parce que c'est comme si inconsciemment on savait que dans le champ du savoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va y faire un trou. Tragique. Moi, je pense que tous ces symptômes nous alertent et nous éclairent sur non seulement l'état du lien social contemporain, mais sur le diagnostic. Il s'agirait de pouvoir les entendre, justement. Il faudrait pouvoir les entendre, mais on voit que ce qu'il faut réussir à réintroduire, c'est la capacité du sujet à faire avec le manque, avec la frustration, et non pas rentrer dans cette idée qu'avec le capitalisme, on peut tout expliquer, tout comprendre, tout fabriquer et jouir de tout. Il n'y a plus de castration. Plus de castration, plus d'opération pour symboliser le manque. Plus de manque, le désir devient un besoin qu'il faut combler. Et on est dans l'anthropologie moderne contre laquelle la psychologie clinique pourrait être une base de défense. C'est ce qui fait que vous êtes toujours dans l'action, d'ailleurs, que vous continuez à consulter, que vous continuez à écrire, que vous faites toujours partie d'une association. Oui, mais là moi j'ai l'idée
pas comment vous dire ça, pour dire ça le plus simplement possible, je suis vivant. Point. Bon, je vis. Et bien sûr, j'ai pris ma retraite de l'université, à dire, après, on m'a foutu dehors. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Heureusement, parce que dans l'université actuelle, j'avoue que des fois, je me réveille en cauchemardant à l'idée que je devrais aller en cours le matin. C'est pas le cours qui m'embête, c'est la logique. Vous voyez, quand je suis rentré à l'université, cette espèce de bonhomme que j'étais, inculte, je rentre à l'université, il y avait plus d'enseignants que de secrétaires, mais c'était les secrétaires et les appariteurs qui faisaient rentrer les étudiants dans les salles d'examen, qui les passaient, qui distribuaient les sujets, qui surveillaient, qui ramassaient les copies. Ils nous les faisaient passer, on corrigeait, on ramenait les copies, rentrait les notes, etc. Quand je suis parti, il y avait plus de personnel administratif que de personnel enseignant à l'université. Et notre travail comportait plus de tâches administratives que de temps pour la recherche et l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut lire des gens comme Grébert sur la bureaucratie pour voir comment la bureaucratie fait partie de cette logique managériale aujourd'hui. Comme quand on reçoit un patient à l'hôpital où il faut... Comme quand il faut remplir des fiches, on s'en fout. Un logiciel informatique. Ouais. Là, j'ai 2 anecdotes dans la tête. Quelqu'un que j'ai en contrôle qui est venu me parler d'un cas et qui se faisait remballer par le directeur de son établissement. Elle reçoit des ados parce qu'à la sortie, il avait une prise en charge de durée limitée, mais c'était un gamin qui n'avait personne pour l'accueillir à la sortie. Donc, au lieu de le laisser à la rue, elle prend du temps pour trouver un établissement qui l'accueille. Et elle se fait remettre en place par son directeur qui lui dit « Nous, on a fait notre boulot et on l'a bien fait. Vous n'êtes pas professionnel. Une fois que vous avez fait votre boulot, vous l'abandonnez. » C'est impensable. C'est impensable. Mais c'est lui qui a l'aval de l'ARS, etc. Et j'avais une autre anecdote à laquelle je pensais. C'est pas une anecdote, c'est une remarque. C'est que je dois dire que pendant toute la part, sauf cette partie où l'administration est venue m'écraser, bon après, moi j'étais prof, donc j'ai considéré que je devais prendre des responsabilités pour que mes collègues puissent passer leur HDR et devenir prof à leur tour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai permis à des gens de devenir profs qui ont viré les psychanalystes. Mes collègues me le pardonnent à moitié, mais moi je considère que non, je ne faisais pas le tri. Je n'avais pas à faire le tri, moi je pense. Et j'aurais opté pour une convivialité. Moi j'ai rien contre la psychologie cognitive. J'ai tout contre le tout cognitif. Mais je pourrais dire que j'ai tout contre le tout psychanalytique. Il n'y a pas de tout psychanalytique, heureusement. Mais on le sait en principe dans la psychanalyse. Ailleurs on ne le sait pas et donc il n'y a pas de place pour les à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute cette période-là, mais moi je n'allais pas travailler. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler. Au sens où vous l'avez utilisé, c'est-à-dire, le travail, c'est un moyen de réalisation. Je suis pour la retraite à 60 ans, ça suffit, on a payé. Mais on pourrait profiter du temps libre pour inventer un mode de vie, un mode de lien social un petit peu différent. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous vous engageriez en tant que professeur ou enseignant-chercheur, comme on dit aujourd'hui ? Il faudrait que les conditions de travail soient... je ne peux pas le penser. Je pense qu'à l'époque, au moment où je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait. Je suis content de l'expérience que j'ai eue. Vous savez, en 40 ans, des promotions à moins de 1000 étudiants, ça fait que n'importe où je vais, je rencontre des gens qui ont été mes étudiants. Ça rend extrêmement modeste, parce qu'on voit quelquefois ce qu'ils ont retenu. On est surpris. Mais... Non, je ne regrette pas cette expérience-là. Les étudiants m'ont beaucoup appris. Ça, alors là... La transmission, on la pense souvent dans un sens et elle est à penser dans les deux sens. Je crois que c'est un peu comme la clinique. Il faut s'expliquer avec ce que l'on ne sait pas devant quelqu'un qui peut vous écouter. C'est-à-dire on s'explique un peu comme en analysant. Moi, j'essayais, tant que faire se peut, de centrer chaque fois les choses... Non pas sur un savoir à distribuer, qu'est-ce que c'est qu'une schizophrénie, une psychose, un machin. Ben voilà, vous avez le tableau. De type DSM, voilà, manuel diagnostique. Bon. Mais je posais des questions un peu bizarres. La science ne veut rien savoir de son sujet. Vrai, faux. Un collègue lit ça, il me dit, tu es anti-scientifique, il faut t'exclure de la première année.
Je dis une autre fois, j'ai pris comme exemple un colloque, une publication de quelqu'un qui fait une enquête dont le résultat, c'est qu'il faut dire aux gens qui ne savent pas les conséquences de la drogue, mais qui ne se droguent pas, quelles sont les conséquences de la drogue. Bon, moi je dis dans le colloque, voilà, ça c'est publié dans une revue scientifique, ça lui vaut, c'est majoré, ça lui vaut tant de points. Mais, petit problème, moi je considère que c'est exactement comme quand on a introduit la biologie à la maternelle pour expliquer aux gamins comment on fait les enfants. Je dis que cette introduction, elle est perverse. Elle est perverse, c'est-à-dire que vous obligez quelqu'un à se confronter à une question qu'il ne se pose pas. Une réponse à une question qu'il ne s'est même pas posée. Qu'il ne se pose pas. Et donc, il y a un problème là. Il y a un vrai problème. Le gars, un étudiant, ramasse l'exposé qui est sur Internet, le file au prof, et le prof dit « Tu m'as traité de pervers ». Il rameute toute la communauté nationale et internationale. C'est un prof qui publie que dans des revues à comité de lecture. Et il porte le pet devant le président de l'université. Et en me demandant de m'excuser, etc. Alors j'ai dit, d'une part, je ne vais pas m'excuser parce que j'ai traité personne de pervers. Je dis simplement que nous avons des pratiques... Une logique, peut-être. C'est un problème de logique. Nous avons une pratique dont la conséquence est perverse. Et nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Bon, ça, il n'a pas pu l'entendre. Et je suis allé voir mon président d'université, parce que ça, il demandait ma démission, tout ça. Bon. Et mon président d'université, qui est un historien, on s'est croisés dans le couloir comme j'allais le voir. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les psychologues, ils s'en foutent. Ah, ben je dis, si tu le prends comme ça, on en reste là. Et moi, je m'en fous éperdument du reste. Mais pendant longtemps, ça a défrayé. C'était des étudiants me disaient, mais vous savez, quand on cherche un article à vous sur Internet, on tombe sur toutes ces histoires. Ça ne m'affecte pas. Enfin, je ne peux pas dire que ça m'ait rien fait. J'ai trouvé déplorable cette situation. Déplorable, y compris pour l'auteur lui-même. Hein. Moi, j'aurais pas mis, même pas la critique, je l'aurais pas mise sur Internet, par exemple. Il faut pouvoir discuter des vrais problèmes et même se critiquer. La critique de ce que nous publions. Mais enfin, aujourd'hui, l'enjeu quand même, la bataille, elle est plus importante. Elle est de se battre pour que le lien social soit viable. Et je crois que la psychanalyse, avec d'autres disciplines, soutient la théorie du sujet dont la démocratie et le lien social a besoin aujourd'hui. Il y a un engagement éthique qui va bien plus loin que ce qui concerne la psychanalyse, finalement. Oui, éthique, c'est le mot, mais l'éthique, c'est pas la morale. L'éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait là où ni la science, ni la morale, ni la religion, ni la science ne répond. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de réponse? Parce que c'est là que le sujet est sollicité dans son acte. C'est pas le code de déontologie. Moi, j'ai souvent pris ça comme exemple pour les étudiants, mais dans le code de déontologie, à un moment donné, il était interdit aux enseignants de recevoir leurs étudiants en traitement. Moi, je disais, ça me paraît logique. C'est-à-dire, on ne peut pas mélanger le savoir, le transfert, tel qu'à l'université on l'exploite, et puis la façon de le traiter là. C'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé voir Lacan, au passage. Parce que je me disais, j'ai pensé à un instant même aller le voir comme analysant. Et je me disais, mais est-ce que tu arriveras à le faire bouger de sa place Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Mais, bon, donc spontanément, je ne crois pas que je l'aurais fait. Mais vous avez un étudiant qui vient sur le pas de votre porte et qui vous dit, écoutez, ou vous me prenez ou je me flingue, et c'est tout de suite. Code de déontologie, mon vieux, tu dégages. Si tu te flingues, va le faire ailleurs, pas sur mon palier. Vous sentez bien que ça ne va pas. Il faut inventer la réponse qui convient là. Qu'est-ce qu'on fait quand vous n'avez pas de réponse? Bon. C'est toujours la question de la responsabilité qui revient quand on parle éthique, finalement. C'est la question de la responsabilité. Après, il y a la question de la culpabilité. Est-ce que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait? Alors, il faut bien dire que coupable, je le suis. Je suis d'abord coupable d'exister. Cette culpabilité-là, aucun d'entre nous n'y échappe. Et cette culpabilité-là, elle ne demande qu'à s'exprimer. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui va pouvoir donner matière à me penser coupable, je vais l'investir. Et je suis coupable de ça va pas chez toi, ça va pas chez moi. Mais c'est mal connaître l'autre. C'est vouloir en faire une marionnette. C'est encore un jeu de la toute-puissance. Donc la culpabilité, il faut s'en occuper. Il faut essayer de ne pas faire de conneries. Mais l'autre, il est responsable de ce qu'il fait, y compris de vos conneries. Il faut lui laisser cette responsabilité. Mais lui, comme vous, hein, il va se coltiner la culpabilité. Après, il y a d'autres culpabilités. Je veux dire, comme parents, on est tous des criminels. Pourquoi? Et je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous leur avez demandé avant qu'ils naissent s'ils voulaient naître? Ben moi non. Bon, ben, c'était un peu compliqué de le faire. Oui.
Bon, il y a quelque chose là comme un crime. Oui, je t'ai mis au monde sans rien te demander. Et maintenant, tu te démerdes. Je t'ai donné la vie et tu vas mourir. Ça, c'est inhérent à la vie, à ce qu'est la vie. Maintenant, entre ce moment où tu nais et la fin de l'histoire, ça finit toujours mal, hein, on sait comment ça finit. Bon. Mais entre les deux, tu peux être vivant. Non, moi, je vais essayer de te donner les moyens qui te permettent d'être vivant. Je ferai ça plus ou moins bien, mais tu t'en démerderas plus ou moins bien. Mais je ne peux pas m'en démerder à ta place. Ça, et c'est vrai avec les étudiants, c'est vrai. Donc culpabilité, responsabilité, éthique, la singularité, le symptôme, le désir. Bon, on voit qu'il y a des catégories comme ça sans lesquelles on a du mal à penser ce rapport au monde et qu'après tout, l'orientation psychanalytique, qu'elle mette ça à la disposition du plus grand nombre, que la psychologie en soit un moyen, psychologie clinique, pourquoi pas. Plutôt oui. Eh bien, merci pour ces échanges et cette dernière réponse qui n'est pas une conclusion, mais plutôt une ouverture de fait. Ouais, je le souhaite et je souhaite le meilleur à vos auditeurs. Merci encore. Je vous en prie. Il ne cesse de l'affirmer. L'université, ça n'apprend pas à aller sur le terrain. Sinon, c'est croire que la psychologie, ce n'est que de la psychologie appliquée. Il s'agit avant tout de partir non pas de ce que je veux faire pour l'autre, mais de l'accompagner dans le tressage de ce qui le regarde, lui, comme sujet, de l'aider à supporter le malaise inhérent à sa condition. Marie-Jean Sauret l'affirme. Pas la peine donc d'emmerder l'autre avec sa névrose, sa morale et ses interprétations, mais au contraire, se battre pour rendre au sujet la responsabilité de sa position. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.